Merci beaucoup. Je vais passer immédiatement la parole à notre rapporteur. Donc désolé pour le temps très court que nous allons pouvoir consacrer à ces questions. Je suis le seul responsable de ce fait. J'ai un impératif, donc je vous prie d'en excuser. Nous la partageons, la responsabilité. Nous sommes solidaires. Merci. Tout d'abord une boutade. Je vais me permettre une petite boutade. La Russie invite la Suisse donc au G20. Peut-être faudra-t-il observer l'évolution du commerce du chocolat et de la montre en direction de la Russie à partir de la Suisse dans les mois qui viennent. Sans doute là la raison de la présence de la Suisse au sein du G20, mais bon, je ferme la parenthèse, c'est une boutade et j'espère que vous me la permettrez. Pour revenir à un sujet beaucoup plus sérieux et qui a des conséquences malheureusement très graves, celui de l'instabilité financière que nous vivons depuis quelques années particulièrement, avec cette crise qui continue de sévir. Et dans cette instabilité financière, j'aimerais que vous donniez votre point de vue sur les éventuelles responsabilités de trois éléments. Le premier élément, ce sont les places offshore, l'offshore planétaire. Vous avez fait référence à l'enquête Offshore Leaks qui a donné un éclairage extrêmement intéressant sur ce sujet. Alors, on a posé la même question à plusieurs intervenants, spécialistes de l'économie, comme vous l'êtes vous-même, et il semblait dire que l'incidence de l'activité liée à l'offshore n'avait que peu de lien avec la crise financière. J'aimerais avoir votre sentiment là-dessus. Le deuxième élément pouvant être cause de l'instabilité financière, c'est celui de la spéculation. Spéculation tous azimuts sur les denrées, les matières premières notamment, et d'autres sujets. Et troisième élément qui nous intéresse dans le sujet de la Commission, qui n'est pas que l'évasion fiscale, mais l'évasion des ressources financières plus globalement, c'est celui de l'ingénierie financière à l'œuvre avec les cabinets d'audit, de conseil, les avocats, les comptables, etc. Voilà. Quelle est la part de responsabilité de ces trois éléments, selon vous? Place offshore, spéculation, ingénierie financière, séparément ou ensemble, le cas échéant, ce qui, à mon avis, n'est pas du tout exclu. Voilà. Quel est votre point de vue sur ces points, Monsieur Fernandez? Alors, je pense qu'il y a un consensus pour considérer que l'ingénierie financière est allée trop loin lorsqu'elle était mobilisée à des fins de spéculation pure. Donc il y a de l'ingénierie financière utile, il y a de l'ingénierie financière dangereuse. C'est un peu comme le cholestérol, il y a le bon et le mauvais. Est-ce que les places offshore ont joué un rôle important dans la crise financière, l'instabilité financière? Moi, j'aurais tendance à dire, pour l'essentiel, que non. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas un sujet sur les places offshore. Mais les principales défaillances que l'on a connues de banques, que ce soit en Europe ou aux États-Unis, pour l'essentiel, étaient le fait d'établissements bancaires qui étaient tout à fait localisés dans des places qui étaient tout à fait onshore, que ce soit Northern Rock au Royaume-Uni, les grandes banques britanniques qui ont eu des difficultés, une banque néerlandaise, SNS Real. Oui, justement, sur Northern Rock que vous citez, il me semble qu'il a été découvert après coup qu'ils avaient une entité à Jersey où étaient dissimulés des actifs un peu douteux. C'est pas ça qui les a plongés dans leurs difficultés insolubles. Je ne pense pas non plus que les difficultés de la banque franco-belge Dexia aient été liées à des activités sur des places offshore. Donc, je ne pense pas, de même que par exemple les hedge funds n'ont pas de responsabilité importante dans la crise 2008-2009. Encore une fois, ça ne veut pas dire que certains types d'acteurs ou certains types de places ne créent pas de problème. Et c'est bien pour cette raison qu'il y a tout un agenda en matière de blanchiment, en matière prudentielle ou en matière fiscale qui font qu'une pression est mise sur des places qui, d'une certaine manière, ne respectent pas les standards internationaux qui sont promus par des instances comme l'OCDE, le Forum mondial, le GAFI ou le Conseil de stabilité financière. Mais ce ne sont pas nécessairement des pratiques qui, en tant que telles, étaient responsables de, par exemple, la crise, tout est parti de la crise des subprimes aux États-Unis, qui n'était pas une crise de place offshore, comme en Irlande, la crise n'était pas une crise de place offshore, comme en Espagne, la crise du secteur immobilier qui a
pesait beaucoup sur les bilans bancaires n'était pas une crise de place offshore. Donc je pense que la responsabilité des différents types d'acteurs varie selon les sujets. En termes, la spéculation, oui, il y a eu des activités spéculatives, la titrisation à l'excès, les montages hyper complexes où on ne sait plus finalement qui détient le risque et où on repackage à l'infini un certain nombre de produits qui bénéficient d'une notation AAA mais qui en réalité présentent une sécurité zéro. Tout ceci a évidemment joué un rôle important. Ce sont des sujets sur lesquels la présidence française du G20, d'ailleurs, en 2011, a essayé de faire avancer les choses. Vous évoquiez la thématique des matières premières. De ce point de vue, nous considérons que l'agenda n'est pas terminé. On a hébergé, par exemple, à Paris, il y a 15 jours, avec la Banque de France, un séminaire du G20 sur la financiarisation des marchés de matières premières. Ce sujet reste un sujet auquel il faut être attentif, et nous le portons toujours au sein du G20. Donc ce sont des thèmes qui sont toujours d'actualité, et l'ingénierie financière, là aussi, bien sûr, a pu jouer un rôle. Je n'y reviens pas, il y a de l'ingénierie utile comme il y a de l'ingénierie dangereuse. Merci beaucoup. Alors, notre collègue Colin va vous poser une question. Peut-être pouvez-vous la grouper avec celle de Madame Bouchoux? Vous n'y voyez pas d'inconvénient? Alors, c'est voté. Allez-y. Merci, Monsieur le Directeur Général. C'est toujours un grand plaisir d'écouter vos propos et d'éclairer la Commission des finances ou notre commission d'enquête aujourd'hui. Pourriez-vous nous dire en quelques mots du fonctionnement des systèmes de compensation? Ces systèmes, vous semble-t-il, suffisamment contrôlés? C'est ma première question. Et en fait, ensuite, quelle analyse faites-vous de la multiplicité des structures dans les grands groupes financiers internationaux? C'est ma deuxième question. Peut-être que je reviendrai tout à l'heure. Merci. Bonjour. Moi, j'ai deux questions qui sont assez simples et sur deux plans différents. Vous nous avez parlé des avancées, des travaux qui ont eu lieu. Moi, je voulais savoir quelles sont, selon vous, les retombées non positives que pourrait avoir la progression très forte du concept de vie privée des personnes morales qui est apparu récemment dans une décision du Conseil d'État assez intéressante. Donc la vie privée des personnes morales, est-ce qu'on ne va pas, je dirais, perdre d'un côté ce qu'on est en train de gagner grâce aux mesures et aux bonnes pratiques que vous préconisez? Donc c'était ma première question. Ma deuxième question concerne en fait les listes. On est à peu près d'accord sur tout ce qui a été présenté. Selon vous, quelle est la meilleure méthode pour arriver à une liste des zones ou des pays à problème, sachant que si chaque pays a un usage différent des listes, on risque très longtemps d'avancer, de pédaler dans le vide. Et la dernière question que je me posais, mais c'est plus une remarque à voix haute qu'une question, est-ce que finalement une amélioration du système ne viendra pas, je dirais, lorsque pour des raisons démographiques, on aura une nouvelle génération de responsables d'entreprises et dans les gouvernances qui seront obligés d'avoir et une pratique très claire et un discours très clair. Quelqu'un a dit l'an passé lors d'une audition, mais il y a une époque où tout le monde avait des comptes à l'étranger, il y avait une époque où tout le monde fraudait. Voilà, merci. Bien, M. Fernandez, voilà avec 3 questions. Alors, je commence, si vous le voulez bien, Monsieur le Président, par la question sur les listes, puisque c'est un débat que nous avons souvent les uns les autres. Pour rappeler d'abord qu'il y a aujourd'hui, au niveau international, 3 catégories, soit de listes, soit de systèmes d'identification qui n'ont pas encore nécessairement abouti à des listes en tant que telles, même si chacun peut les reconstituer avec un tout petit peu de curiosité. Donc, il y a la liste des territoires non coopératifs en matière fiscale. J'ai, par exemple, évoqué la liste du Forum mondial qui permet d'identifier 14 juridictions qui n'ont pas franchi ce qu'on appelle la phase 1 d'examen et donc qui n'ont pas de cadre juridique conforme aux normes internationales. Donc, il y a les listes en matière fiscale. C'est la première et c'est celle qui avait été rendue publique en avril 2009 au moment du G20 de Londres, au terme
d'un débat assez vif, disons. La deuxième liste, c'est la liste du GAFI pour les territoires qui ne respectent pas les standards du GAFI en matière de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme. Cette liste, elle est publique. Il y a des listes, il y a une liste grise, il y a une liste noire. Donc, en matière de blanchiment, vous avez une deuxième série de pays qui sont identifiés. Et puis la troisième liste, c'est en matière prudentielle, l'exercice que conduit le Conseil de stabilité financière, où aujourd'hui vous avez un seul pays sur la liste qu'on peut qualifier de noire, c'est-à-dire un pays qui refuse absolument toute forme de coopération, toute forme de dialogue, et puis ensuite 2 ou 3 autres catégories de pays qui ont un niveau de conformité avec les standards internationaux plus ou moins forte. Donc, il y a déjà ces 3 séries de listes. Est-ce qu'on pourrait, celles-ci, les fusionner ? Nous pensons plutôt que non, dans la mesure où vous avez des États, on relève de logiques qui ont parfois des liens, mais qui sont quand même fondamentalement spécifiques en matière fiscale, en matière de blanchiment, en matière prudentielle. Après, vous avez les déclinaisons nationales de ces listes, et effectivement, vous avez un certain nombre de pays, dont la France, qui considèrent que sur la base de la liste internationalement agréée, il peut être légitime d'avoir une extension qui permet de couvrir des territoires qui n'ont peut-être pas été identifiés au niveau international comme moyennement coopératifs, mais dont nous savons, nous, qu'ils ne pratiquent pas la coopération que la lettre des textes signés impliquerait. Et donc, mais vous en débattrez, mesdames et messieurs les sénateurs, puisque vous allez discuter, sauf erreur, demain, du projet de loi contre la fraude. Et dans ce texte, il est prévu que le gouvernement, si le Parlement en juge ainsi, puisse ajouter à la liste les pays qui certes ont signé les textes, mais qui ne les appliquent pas. Et c'est probablement une initiative qui nous aidera à avoir des listes un peu plus effectives. Alors, sur la question relative au système de compensation, je dirais que de manière générale, je vais faire un point général et un point particulier. Le point général, c'est que tout ce qui touche aux infrastructures de marché est très important. Très compliqué, mais très important. Les infrastructures de marché, ce sont soit les bourses, NYSE Euronext en France, qui donne lieu à un certain nombre de débats aujourd'hui. Le ministre des Finances en a parlé récemment. Il y a un vrai enjeu de souveraineté à conserver une influence et une capacité d'action sur les places sur lesquelles les entreprises se cotent, puisque c'est l'accès au financement qui se détermine ici, des grandes comme des petites entreprises ou des petites et moyennes entreprises. Et puis, en lien avec ces infrastructures de marché, vous avez les différentes autres infrastructures, notamment les chambres de compensation, qui était votre question, monsieur le sénateur. Et ici, il est très important de pouvoir conserver sur tout ce qu'on appelle la chaîne du titre, une visibilité sur la manière dont les titres sont échangés, dont ils sont compensés, puisque c'est un facteur de sécurité que de savoir qu'il peut y avoir une compensation pour donner une garantie sur le fait que les titres acquis vont être livrés. Et il y a certains segments de marché sur lesquels c'est encore plus important, c'est notamment le secteur des dérivés, des produits dérivés qui sont aujourd'hui essentiellement échangés sur des marchés de gré à gré et que nous essayons de ramener sur des plateformes transparentes où il y a des obligations de compensation sur des chambres de compensation. C'est ce que l'on inscrit aujourd'hui dans le cadre de la législation européenne dite EMIR et qui a son pendant aux États-Unis avec le Dodd-Frank Act. Et ceci a donné lieu à des échanges transatlantiques assez vifs jusqu'à ce lundi où un accord a été conclu entre les autorités américaines et les autorités européennes pour avoir une reconnaissance mutuelle des règles qui régissent les échanges et la compensation de ces produits dérivés échangés de gré à gré. Donc c'est un point extrêmement important. Sur
Sur les autres questions qui m'étaient posées, relatives notamment au concept de vie privée qui pourrait compromettre. Alors, madame, je ne connais pas le détail de cette. Vous disiez une jurisprudence récente du Conseil d'État. Ce que je peux dire, c'est que les initiatives qui sont prises, notamment via la mise en place de registres pour identifier dans certains pays des structures juridiques qu'on appellera des trusts, dans d'autres des fiducies, ne sont pas nécessairement des informations qui ont vocation à être rendues publiques. Donc ce qu'il faut, c'est que les régulateurs puissent avoir accès à ces informations. Et nous avons en France, par exemple, un registre des fiducies que la DGFiP gère et qui permettra et qui permet d'identifier le bénéficiaire effectif de telle ou telle transaction. Et c'est ça que l'on essaye de faire. Donc je vais regarder ce sujet. Il y a peut-être des points de vigilance qui seront d'ailleurs probablement plus pour mes collègues de la DGFiP que pour moi, mais je vais regarder le sujet. En tout cas, ce que j'en connais me donne à penser que les registres qui sont mis en place et qui ont vocation à alimenter l'information à destination des autorités publiques ne devraient pas se heurter à ce type de difficultés. Et il y a aussi des dispositions dans le cadre du projet de loi contre la fraude qui permettront de répondre à ce type de difficultés probablement. Je vous rappelle, M. Fernandez, que vous avez la possibilité de nous répondre, si j'ose dire, par ajout écrit après votre audition, ce qui vaudra d'ailleurs pour la réponse à la dernière question que je vous poserai, enfin que je voulais vous poser sur quelle est la situation des créances compromises des banques à l'heure actuelle. Est-ce qu'on peut craindre, par exemple, qu'elles soient éventuellement fondues dans des produits et recéder à des clients qui n'en auraient pas une pleine connaissance. Comment les banques vont-elles traiter leurs créances compromises? Alors, s'agissant de la France, je pense que nous avons un dispositif de supervision qui a fait les preuves de sa robustesse. Et nous n'avons pas rencontré ce type de difficultés tout au long de ces années qui ont vu dans d'autres pays un certain nombre de difficultés se matérialiser. Donc je ne pense pas que la question se pose ainsi, en tout cas que nous courions ce risque en France. Et tout ce que nous avons vu au cours des années passées n'a fait que renforcer la vigilance du régulateur, du superviseur, et toutes les instances qui ont été renforcées dans la période la plus récente ont précisément ce mandat d'éviter ce genre de choses, y compris en termes de commercialisation, où on a mis en place des structures communes entre l'ACP et l'AMF pour veiller aux conditions de commercialisation des produits financiers pour que ceci ne se produise pas. Ce que simplement je voudrais ajouter, c'est que il y a un exercice très important qui va être conduit dans l'année qui vient en Europe et qui va concerner les banques françaises comme toutes les autres banques européennes de taille significative, c'est-à-dire au moins les 130 banques en Europe qui ont vocation à passer sous la supervision directe de la Banque centrale européenne à compter du deuxième semestre 2014 dans le cadre de ce qu'on a appelé le superviseur unique. Vous savez, Monsieur le Président, qu'on a ce grand débat sur l'union bancaire en Europe qui se traduit par la mise en place d'un superviseur unique. Il y aura aussi un système de résolution, il y aura un fonds de résolution. Et en préalable à cette mise en place de la supervision unique, vous allez avoir un exercice d'examen des bilans bancaires qui ira au fond des choses à travers ce qu'on appelle une revue des actifs, une asset quality review, donc les superviseurs nationaux, mais avec en réalité des auditeurs externes, y compris privés, vont aller expertiser les bilans bancaires de ces 130 banques et voir s'il y a ou pas des créances compromises dans certains domaines. Et là, une fois qu'on aura identifié, le cas échéant, dans certaines banques, dans certains pays, des situations de fragilité bilancielle parce qu'il y aurait des créances compromises, parce qu'il y aurait, en raison de la crise économique, par exemple... Pardon, vous auriez une idée du bilan pour les banques françaises de ces créances un peu douteuses?
Non, je pense Une estimation? Non, je crois que, enfin ça, il faudra que vous posiez la question au gouverneur de la Banque de France, mais nous n'avons aucune inquiétude sur la robustesse et la capacité des banques à faire face à d'éventuels. Parce que certains chiffres ont été cités dans la presse. Je pense à la Société Générale, on parlait de 80 milliards. Enfin, j'ai vu ce chiffre quelque part. Pas d'informations de ce type de votre côté? Non, ça, non. Donc, je verrai ce que je peux vous transmettre comme chiffre qui serait. Mais ça me paraît tout à fait. Non. En revanche, donc, on aura encore une fois cet exercice d'examen qui va être fait, y compris avec des tiers, et qui ira regarder l'ensemble des bilans, l'ensemble des actifs, y compris avec un scénario de stress. C'est-à-dire qu'on ira regarder ce qui se passe sur ces bilans bancaires dans l'hypothèse d'un scénario de crise très brutale. Et on en tirera les conséquences, y compris là où ce sera nécessaire, par la recapitalisation des banques, là où ce serait nécessaire, encore une fois, soit par des ressources privées, soit par des ressources publiques, soit par des ressources nationales, soit par des ressources européennes, là où les dispositifs nationaux n'y suffiraient pas. Merci beaucoup. Alors, on va, avec l'accord du rapporteur, et on lui rapportera les propos, Merci, Président. Donner la parole encore à deux de mes collègues qui veulent intervenir. Oui, parce que, Monsieur le Président, vous l'avez compris, sur l'examen de l'ensemble des actifs et des bilans, j'ai envie de vous demander, quid sur les filiales? Est-ce que vous regardez les filiales des banques? Vous regardez ça uniquement en termes consolidés? Non, l'examen portera bien sur les groupes bancaires dans un périmètre consolidé. Donc les filiales seront auscultées, si je puis dire, en même temps que les maisons mères. Parce que moi j'ai cru comprendre que l'autorité prudentielle, jusqu'à maintenant, elle ne regarde que les comptes consolidés et elle ne va pas dans le détail. Elle regarde des soldes, elle voit des soldes de comptes. Et elle ne voit pas la totalité des opérations qui sont portées par les banques, par leurs filiales. Ce qui nous intrigue beaucoup d'ailleurs, parce que vous avez quand même un nombre assez considérable de filiales aujourd'hui par rapport dans ces banques. Paribas, 300 filiales. Alors je ne sais pas si ça vous parle, mais moi ça me parle. 300 filiales, ça me paraît quand même. Il doit bien y avoir une raison à créer 300 filiales. Or aujourd'hui, quand vous regardez cet examen, quand vous le mettez au niveau de l'ensemble des actifs des bilans, vous le regardez au niveau consolidé. Donc ça, je trouve ça, je veux juste vous le souligner, qu'il y a quelque chose au travers de la transparence qui passe à la trappe, car on n'a pas accès finalement aux différentes opérations. On regarde des soldes. Voilà, moi je souhaiterais que cette question soit fouillée, qu'elle soit regardée. Non, vous avez tout à fait raison de dire que quand on regarde un groupe bancaire, il faut comprendre ce qui se passe dans les filiales. Je pense que vous auditionnerez le président de l'ACP. Vous pourrez lui demander comment l'ACP procède à cet examen. Mais la législation et la régulation ne supposent pas d'appliquer les exigences prudentielles systématiquement, établissement par établissement, filiale par filiale. Mais naturellement, lorsqu'on procède à des exercices d'examen des bilans de ces groupes, encore une fois, des 130 principaux groupes bancaires européens, c'est un examen qui impliquera également de regarder ce qui se passe au sein des filiales. Et c'est aussi pour ça qu'on met en place des collèges de superviseurs où sont réunis autour d'une même table les superviseurs du pays d'origine, comme on dit, ou du pays d'accueil, là où sont localisées les principales filiales. Alors, oui, monsieur le directeur général, pardon d'abuser de votre temps. Merci encore de la qualité de vos réponses. Estimez-vous que les autorités monétaires européennes devraient mieux tenir compte de la situation de transparence des pays partenaires? Pourrait-on, en somme, pénaliser les opérations transitant par des zones non conformes au regard des règles prudentielles ou fiscales? Les États-Unis, par exemple, en menaçant les banques qui ne respecteraient pas FATCA, par exemple. Et deuxième question, dans les interventions européennes mises en œuvre dans le cadre de la crise des dettes souveraines, exerce-t-on un contrôle
des mouvements de capitaux des pays en crise bénéficiant de soutien européen. Est-ce que ce contrôle est exercé? Merci encore une fois de vos réponses, Monsieur le Directeur Général. Monsieur le Directeur, je vous promets, c'est la dernière question, et avec votre réponse, nous aurons récupéré le temps que nous avions perdu au départ, et notre audition aura bien duré 1 heure. Merci, Monsieur le Président. Et puis, on répondra aussi au questionnaire qui permettra de compléter cet échange. Sur la seconde question qui porte sur les pays qui font l'objet d'un soutien et ce que l'on peut observer ou contrôler en matière de mouvement de capitaux. Il y a des cas dans lesquels ce sujet a été au cœur du dispositif. Ça a été le cas de Chypre. Typiquement, le programme de soutien à Chypre n'a été décidé que dans le contexte d'un examen extrêmement précis des dispositifs légaux et de leur mise en œuvre en termes de lutte contre le blanchiment. Et il y a eu un certain nombre de dispositions qui ont dû être prises de manière transitoire pour contrôler les capitaux, les mouvements de capitaux dans un contexte de crise bancaire très sévère. Donc c'est un cas extrême, c'est un cas tout à fait extrême où il y a eu un dispositif massif qui a été mis en place pour gérer une situation de crise extrêmement sévère. Dans d'autres cas, il n'y avait pas de problématique spécifique, sauf parfois des regards portés sur, par exemple, la fiscalité d'un certain nombre de pays. Donc les conditionnalités des pays qui font l'objet de ces programmes ne portent pas sur l'évolution des mouvements de capitaux. En revanche, ce qu'on essaye de faire, c'est de construire un programme qui va permettre de financer une économie. Et de ce point de vue, il faut créer les conditions pour que les capitaux reviennent pour des pays qui finalement ont dû recourir au Fonds monétaire international ou au crédit européen parce qu'ils n'avaient plus accès au marché de capitaux. Et donc c'était des problématiques où il fallait redonner confiance et mettre en place un cadre macroéconomique qui permettait de faire revenir ces flux de capitaux. Sur le rôle sur cette forme de pénalisation ou qui consisterait à s'inspirer des dispositifs FATCA pour obtenir des comportements plus en ligne avec ce que l'on est en droit d'attendre. Je pense que c'est ce que nous faisons avec cette démarche, encore une fois, d'abord d'identification et la pression par les pairs. L'inscription sur les listes, on se rend compte que c'est en fait un mouvement extrêmement puissant. Les États détestent être identifiés et pointés du doigt comme étant non coopératifs. Alors après, il faut vérifier si les conventions qui sont signées, si les actes juridiques qui sont pris sont effectivement mis en œuvre. Et ça, c'est l'objet de tous les processus de revue qui sont mis en place, notamment par le forum mondial. Pour ce qui nous concerne, nous avons dans notre droit positif un certain nombre de conséquences fiscales qui s'attachent à l'inscription sur la liste française des territoires non coopératifs en matière fiscale. Et donc, les dispositifs fiscaux sont adaptés et varient en fonction ou non de l'inscription sur cette liste. Donc nous avons ce type de disposition dans notre droit fiscal et les dispositifs qui vont être mis en place en France, notamment le FATCA européen, auront aussi pour effet de systématiser cet échange d'informations et de mettre une pression très forte sur les États qui ne jouent pas le jeu. Mais vous voyez, je termine par l'exemple des juridictions non coopératives en matière prudentielle, puisque hier je présidais mon groupe d'experts sur le sujet qui va cheminer progressivement pour monter au Conseil de stabilité financière. Vous avez des États qui considèrent qu'il est illégitime d'adopter un certain nombre de sanctions concrètes à l'égard de juridictions qui ne permettent pas l'échange d'informations, par exemple pour lutter contre les délits d'initiés.
C'est de ça qu'on parle, quand on parle de l'échange d'informations en matière prudentielle. Si vous avez une manipulation de marché sur la Bourse de Paris et que vous cherchez... Quels États? Vous avez des exemples? Non, pas précisément, parce que c'est un phénomène qui, d'ailleurs, ne recouvre pas nécessairement ce à quoi on pourrait s'attendre. Mais la logique qui consiste à dire il faut identifier une juridiction parce qu'elle n'est pas coopérative, et il faut, le cas échéant, adopter des sanctions ou mettre une pression par des instruments juridiques sur ces États, c'est une démarche qui ne fait absolument pas consensus au niveau de la communauté internationale. Certains considèrent qu'on doit rester dans un cadre coopératif et qu'on doit obtenir des résultats par des efforts de conviction. Et qu'en réalité, si on se met à sanctionner, on aura un résultat inverse, qui est que les États refuseront de rester engagés dans des forums coopératifs. Bon, nous avons une vision un peu plus, je dois dire, un peu plus intrusive, et nous pensons que dans certaines circonstances, il est légitime de pouvoir dire un État ne joue pas le jeu, eh bien on va par exemple interdire à nos établissements d'effectuer des opérations dans ce type de juridiction. Mais il faut savoir que ce n'est absolument pas consensuel. Bien, écoutez, monsieur le directeur, je vais vous remercier et vous demander de bien vouloir, encore une fois, excuser le relatif retard que nous avons pris dans votre audition.